Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Benoît Aymonier, connecté depuis l'Australie et plus précisément à Ocean Shores. Benoît va nous présenter, décrypter ce que je vis et mettre en lumière ce que je suis. Bonsoir, ou plutôt bonjour Benoît. Bonjour Yotis, bonjour tout le monde. Alors Benoît, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Ça va, réveillé, réveillé de bon matin, très content d'être là. Alors, en effet, il est très tôt chez toi. Alors, Benoît, je te remercie. Tu réalises l'un de mes plus grands rêves, parler avec une personne du futur. C'est vrai, je suis déjà demain. Bah oui, tu vis déjà le lendemain de notre jour. Quelle heure est-il chez toi? Ouais, il est 6 heures du matin. Ah ben, c'est super. Ça a été pour se réveiller pour ce webinaire, Benoît. Oui, 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 pas de souci, pas de souci. Alors Benoît, en travaillant sur ta bio, j'ai réalisé à quel point tu es un homme du monde qui voyage et qui aime rencontrer les cultures. Je sais d'ailleurs que depuis plusieurs années, tu es basé en Tunisie. Là, tu es en Australie et je me suis demandé quels étaient tes goûts musicaux. Alors, quels sont les différents sons que tu écoutes et qui t'accompagnent? Oh là, c'est très vaste, c'est très large, mais je suis pas très branché musique. Pour être honnête, je suis peut-être presque un peu vieux jeu. J'aime bien la musique française des années, la musique française en général, ou j'aime bien la musique plutôt cool, plutôt agréable, relaxante, ou même entraînante. Mais je pourrais pas te donner un style musical en particulier. J'aime un peu de tout, mais plutôt cool. Alors, Benoît Aymonier, une personnalité peu commune, comme vous allez le voir. Ingénieur diplômé des arts et métiers en 1988 et de l'essier en 2001. Benoît, tu as connu une première carrière de cadre en entreprise, cadre globetrotter quand même. Tu as choisi de devenir entrepreneur en 1994 et tu l'es resté depuis. Au total, tu as dirigé plusieurs structures, recruté, managé et formé de nombreuses équipes et c'est en t'appuyant sur ta propre expérience que tu partages aux dirigeants et managers que tu accompagnes. Je te cite, les challenges de gestion de l'humain sont bien plus difficiles à relever que les challenges d'ordre technique ou organisationnel. Et eux le confirment unanimement. Par vocation personnelle, plus encore que par nécessité professionnelle, tu as développé de solides compétences en relations humaines, cultivées dans les 5 continents où tu as voyagé et également vécu, développant une expertise en intelligence émotionnelle. Pour la transmettre, tu t'es formé au coaching professionnel il y a près de 15 ans et tu as décroché ta certification PCC 3 ans plus tard, en 2011. Tu exerces aujourd'hui auprès d'une clientèle internationale. Benoît, je me demande si tu n'aurais pas un petit bout d'ADN de Che Guevara, de Danton ou peut-être même de Spartacus. Tu as en effet toi aussi vécu la révolution, je dirais même 2 révolutions, celle de Pékin en 1989 et celle du printemps arabe en 2011 en Tunisie. Je souligne que tu es également d'origine française, où tu as vécu, comme en Australie où vit une partie de ta famille, en Chine, au Portugal et actuellement en Tunisie depuis 15 ans. On imagine bien à quel point cette expérience multiculturelle dans la durée constitue un atout pour ta pratique professionnelle. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, Benoît, tu vis une expérience de lâcher prise totale. Loin de toute construction intellectuelle, tu te trouves imprégné d'une perception globale, intense, totale, de façon quasi mystique et inattendue, et cela te fait entrevoir une réalité de l'univers et de la vie en son sein. Bouleversé dans le bon sens du terme, tu ressens le besoin impérieux de retranscrire cela par l'écriture.
Tu es donc l'auteur de Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même aux éditions Robert Laffont en 2017 et réédité en 2019 aux éditions Mon Poche, et également Résister aux illusions, comment accéder à la réalité du monde, des autres et de soi-même, publié en mai 2022 aux éditions Plomb. Pour toi, Benoît, tout ce qui nous arrive nous parle de nous-mêmes. Je te cite, tout est cadeau dans la vie pour se rapprocher de soi-même, à condition d'aller sentir et voir ce qui se cache derrière le voile des apparences. Benoît, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour qu'on puisse en savoir davantage sur toi? Oh, dis donc, t'en as dit, t'en as dit pas mal. Ce qu'on peut dire, ce qu'on en sache un peu plus sur moi, je suis très content d'être là. En fait, j'ai écrit des livres. C'est vraiment un besoin, comme tu l'as dit, impérieux de partager. Hein. C'est comme si je me sens très privilégié d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et puis aujourd'hui, j'ai un besoin presque impérieux aussi de partager, non pas pour que les autres me renvoient quelque chose, mais de contribuer au monde. Et je pense que tous les coachs, on a ça. On a ce besoin de contribuer au monde, contribuer à l'humanité. Et je suis très heureux que tu me donnes d'avoir cette opportunité de le faire avec la communauté de coachs francophones, avec les synergiens et les synergiennes aujourd'hui. Voilà, ce besoin de contribuer est très fort chez moi. Merci Benoît. Alors, tu vas nous présenter, décrypter ce que je vis et mettre en lumière ce que je suis. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Alors, surtout pour les coachs, selon moi, il y a quelque chose qui est commun à tous les mandats de coaching. Alors derrière décrypter ce que je vis et mettre en lumière ce que je suis, il y a le développement de la connaissance de soi. Il y a la réponse à la question qui suis-je, que suis-je. Et selon moi, ces deux questions se posent dans quasi tous les mandats de coaching. On doit accompagner notre client à accomplir, à transformer des choses, mais derrière la transformation de choses et atteindre des objectifs, il y a à savoir ce qu'on veut, bien sûr, il y a à savoir ce qui est essentiel. Sous-jacent à ces questions-là, il y a, mais qui suis-je réellement? Donc, j'ai considéré que pour les coachs professionnels, de faire un focus sur ce thème-là, c'est ce qui serait, par rapport à ce que j'ai à offrir, c'est ce qui serait le plus, à plus grande valeur ajoutée pour les coachs. Merci Benoît. Je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Yotis. Bon. Eh bien, alors nous voilà repartis pour cette présentation. Comment décrypter ce que je vis et mettre en lumière ce que je suis. Alors, ben voilà, pourquoi ce thème? Comme je le disais à l'instant, qui suis-je, que suis-je? Ce sont deux questions qui se posent dans quasi tous les mandats de coaching, avec donc des formes différentes. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi? Et en fait, on peut trouver des réponses à cette question. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime? Mais ces questions peuvent faire du sens, elles peuvent nous motiver, mais en fait, si elles sont déconnectées de ce qui est essentiel, de ce qu'on est réellement, bah les réponses à ces questions vont nous amener à prendre des décisions, vont nous amener à obtenir des résultats, et puis parfois des résultats très efficaces, surtout si on se fait accompagner par un coach professionnel, mais qui vont finalement arriver à une forme d'insatisfaction. Parce que si le résultat qu'on obtient ne coïncide pas, ne correspond pas à soi, à ce que l'on est profondément, eh bien, il va y avoir une insatisfaction. Donc, ces questions-là sont finalement très importantes, et j'insiste sur le fait qu'il va falloir y répondre. Il va falloir répondre à qui l'on est ou à ce que l'on est réellement et ne pas s'illusionner sur soi-même. Parce que qui suis-je réellement, c'est une question qui est vraiment pas évidente à répondre, et on va voir comment, et on va voir justement comment faire pour y répondre sur des éléments de réalité fiable. Parce que qui suis-je réellement, on est parfois, et même souvent, dans l'illusion, dans une représentation illusoire qu'on a de soi-même. Et c'est ça qu'il faut essayer, il faut essayer de faire la part des choses. Alors, qu'est-ce qu'une illusion? Alors, pour information, ce webinaire est fortement inspiré d'un exercice clé dans le premier livre, qui est développé dans le premier livre, et puis je le développe encore plus précisément dans le deuxième livre. Et cet exercice clé, aussi bien dans le premier que dans le deuxième livre, vise à se répondre à cette question, qui suis-je? Dans le premier livre, j'écris lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Ben, si on veut se reconnecter à soi-même,
il faut répondre à la question qui suis-je. Et puis dans le deuxième livre, Résister aux illusions, comment accéder à la réalité du monde. Et là, surtout de soi-même, là aussi, hein, on a la question fondamentale qui suis-je. Et dans le premier livre, j'ai souvent fait mention du fait que pour pouvoir se connecter à ce que l'on est réellement, à sa nature profonde, on a besoin de lâcher prise sur les illusions qu'on a de soi-même. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une illusion? Eh bien, une illusion, c'est une fausse interprétation de ce que l'on perçoit. C'est l'apparence, une apparence dépourvue de réalité. C'est-à-dire que je vais percevoir le monde il est tel qu'il est. Par exemple, si j'observe un carré bleu avec un rond jaune à l'intérieur, c'est un carré bleu et un rond jaune. Maintenant, moi, je le regarde et la représentation que je m'en fais, ben, ça peut coïncider plus ou moins. Et si je me le représente comme étant un triangle vert avec un ovale rouge à l'intérieur, ben, ça décoïncide plutôt. On se construit des cartes du monde qui nous entoure et puis les cartes, elles sont plus ou moins fiables, elles coïncident plus ou moins avec le territoire qu'elles décrivent. Alors, faisons un peu la clarité sur réel, réalité, vérité, de quoi parle-t-on exactement? Et pour illustrer ça, une image vaut 1000 mots. Prenons l'exemple de cette image et je vais vous demander de faire l'effort, l'expérience de penser, d'imaginer que c'est un dispositif réel que vous avez devant vous. Donc, vous avez un cylindre qui est un objet et puis vous avez deux parois qui sont à 45, à 90 degrés, perpendiculaires l'une par rapport à l'autre et des jeux de lumière. Dans ce dispositif, qu'est-ce qui est réel en fait? Eh bien, on va parler de réel, ce qui existe, les objets qui existent ou les phénomènes. Et en l'occurrence, dans ce dispositif, on va considérer comme réel le cylindre en tant qu'objet. Et puis, on va aussi considérer comme réel les ombres portées sur chacune des parois comme phénomène lumineux. C'est réel, on va parler de réalité objective, c'est attaché à l'objet, qu'on soit là pour le regarder ou pas, ça existe tel que c'est. Maintenant, quand on parle de vérité, de quoi parle-t-on? Eh bien, la vérité, ça nécessite d'avoir quelqu'un qui fait un énoncé sur quelque chose. Alors, en l'occurrence, si un observateur placé dans l'axe du cylindre dit que l'objet est rond, eh bien, on va dire que c'est vrai. Et pourquoi on va dire que c'est vrai? Parce que ce qu'il dit de l'objet coïncide à ce que l'objet est réellement. De la même façon qu'un observateur peut se positionner perpendiculairement à l'axe du cylindre et qui dit que c'est un carré, ben de la même façon, c'est vrai. En revanche, si un observateur dit que l'objet est sous forme d'étoile, bien, on peut tourner autour de l'objet, tout autour de l'objet. À aucun moment on va le voir. Il va nous apparaître comme une étoile. Et là, on va dire que c'est faux. Donc, le vrai, c'est je dis quelque chose je fais un énoncé sur quelque chose. Ben, soit ce que je dis, ça coïncide, et puis c'est vrai, sinon c'est faux. C'est important de préciser que la vérité, c'est toujours attaché à quelqu'un, c'est attaché à la réalité subjective, à ce que quelqu'un va dire de quelque chose. Alors, quel est notre lien au réel? Puisque le réel existe, c'est important de voir si on s'illusionne sur le réel, comment ça fonctionne. Il y a une chose qui est très, très importante à savoir. Déjà, il faut que je boive un peu de thé. Très importante à savoir pour comprendre comment nous fonctionnons, c'est que le cerveau est aveugle et sourd. Il ne voit pas de couleur, il n'entend pas de son. Qu'est-ce qui se passe réellement avec notre cerveau et avec nos yeux ou nos oreilles? Eh bien, pour les yeux, il y a des ondes électromagnétiques qui sont dans l'espace, qui viennent sur les objets. Là, par exemple, sur ma chemise qui est un peu bleue, elles arrivent sur ma chemise. Il y a une partie des ondes qui est absorbée, une autre qui est reflétée, qui arrive dans la caméra, qui arrive dans votre écran, puisque vous voyez la longueur d'onde de ma chemise qui correspond au bleu, elles arrivent dans votre rétine, elles viennent stimuler des cônes, ça passe, il y a un signal électrochimique qui arrive dans le cerveau, et puis dans le cerveau, il y a une image qui se construit en couleur avec du bleu, à condition que vous ne soyez pas daltonien bleu, à condition que les cônes de votre rétine qui détectent le bleu soient en bon état. Sinon, on le voit gris. Les daltoniens bleus voient le bleu gris. Donc, notre cerveau, lui, il perçoit des stimuli nerveux et puis il construit des images fictives. C'est pareil pour le son. Le son, il n'y a pas de notes de musique dans l'univers. Il y a des vibrations sonores, il y a des vibrations dans l'air avec différentes longueurs d'onde. Et puis, le do, c'est une longueur d'onde. Le la, c'est une autre longueur d'onde.
Donc le cerveau est aveuglé sourd et concrètement, on est en lien avec le réel, la réalité du monde et de soi-même à travers les représentations que l'on se fait du monde et de soi-même. Je suis en lien avec le réel à travers les images fictives que mon cerveau construit à partir de ce qu'il perçoit. Et ces représentations ne sont pas réelles. Je suis en lien avec le réel, avec des représentations qui, elles, ne sont pas réelles, dans le sens où elles ne sont pas le réel qu'elles représentent. Au même titre que le tableau de Magritte qui représente une pipe n'est pas une pipe. Et c'est ce que l'artiste a marqué sous la pipe. Ce n'est pas une pipe. Et alors, souvent, quand je fais des conférences, je demande alors, c'est une pipe, c'est pas une pipe. Et puis, toujours, il y en a qui vont dire, mais oui, c'est une pipe, c'est évident. Regardez, c'est une pipe. Et là, pour prouver et pour bien sentir la différence entre le réel et la représentation du réel, ceux qui ont dit que c'est une pipe, je les invite à aller chercher leur tabac préféré, puis à venir prendre cette pipe-là et essayer de fumer du tabac avec. Eh bien non, ce n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Eh bien de la même façon, les représentations que nous nous faisons du monde ne sont pas le monde lui-même, ça représente le monde. Les cartes qu'on construit dans notre tête, qui décrivent le territoire monde, ne sont pas le territoire. Alors on a un réel, le réel, la réalité objective, mais en fait, il y a trois réalités. La réalité, le sens de réalité, c'est de quelque chose qui existe effectivement. Alors, la réalité objective, c'est attaché à l'objet. Objectif, objet. C'est l'écran d'ordinateur que vous avez là, la chaise ou le fauteuil dans lequel vous êtes assis, la pièce dans laquelle vous êtes, la planète. Ce sont les objets. Qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ils existent en eux-mêmes. Réalité objective. Et puis, il y a la réalité subjective, attachée au sujet. C'est-à-dire que là, on a besoin de quelqu'un avec des capacités cognitives et de représentation qui va se représenter les choses et donc qui va créer sa propre réalité subjective. Et il y a donc autant de réalités subjectives qu'il y a de sujets. Puis, il y a une troisième réalité qui est très importante parce que, en fait, elle nous impacte quotidiennement, elle a un impact prépondérant sur notre façon de vivre au quotidien et surtout notre façon d'interagir avec les autres, c'est la réalité intersubjective. C'est quoi? C'est les croyances partagées. Les croyances partagées par un grand nombre. Alors, par exemple, la pièce de monnaie que vous utilisez pour aller acheter votre baguette de pain, la valeur de cette pièce de monnaie appartient à la réalité subjective. La pièce, elle appartient au réel objectif. Elle existe en tant qu'objet, mais la valeur, c'est la valeur qui fait qu'on confère à cette pièce de monnaie, qui fait qu'on va pouvoir l'échanger avec le boulanger contre une baguette de pain, et surtout que le boulanger va l'accepter parce que lui-même va être persuadé qu'il va pouvoir échanger cette même pièce de monnaie contre une tomate, etc. Donc, la valeur de la pièce, ça n'existe pas de façon objective dans l'univers. Elle n'existe que dans les croyances partagées. Et ça, c'est pareil pour les lois, le code de la route. On conduit à droite parce que on se met tous d'accord pour conduire à droite dans un pays. Mais moi, je suis dans un pays où on conduit à gauche. Les règles de foot, les règles de nos sports préférés, ça n'existe pas. Les pays, les nations. Alors, il existe des artefacts qui sont attachés à ces croyances partagées. Les pièces de monnaie, le passeport, les stades de foot, ça existe. Mais si on vient et puis tout s'écroule et puis qu'on vient voir les artefacts, ça n'a aucun sens. La pièce de monnaie, c'est un bout de métal comme un autre. Et donc, on peut se poser la question, qui suis-je et que suis-je? Et d'ailleurs, c'est cette question à laquelle je vous invite à réfléchir dans le cadre de ce webinaire. Qui suis-je? Que suis-je? Alors, si vous avez regardé l'exercice pré-webinaire, je vous ai invité justement à voir quelle était la différence entre ces deux formulations. Qui suis-je et que suis-je? Quelle est la différence? Eh bien, on va voir cette différence pendant ce séminaire. Alors, je pourrais dire, je vais dire indépendamment qui suis-je ou que suis-je pendant l'exposé. Mais là, on va se poser la question plus particulièrement, que suis-je en tant qu'être humain? Alors, je vais vous proposer un modèle, une carte, une perspective qui va décrire. De la même façon, vous voyez qu'un cylindre, pour le décrire, ben voilà, on va le regarder, on va tourner autour, puis on va voir qu'il est rond d'un côté, carré de l'autre, qu'il occupe un certain volume. Il va falloir faire le tour du cylindre pour observer un objet 3D. Eh bien, pour observer l'objet être humain, je vais vous proposer d'en faire le tour et de le voir selon 4 dimensions. Et les dimensions, les 4 dimensions que je propose, elles se définissent
selon qu'on l'observe d'un point de vue individuel ou collectif, et selon qu'on le regarde de l'extérieur ou de l'intérieur. Alors c'est un modèle qui est fortement inspiré de Ken Wilber, et donc ce modèle-là, il y en a même un cinquième, vous allez voir au centre, il y a 5 dimensions, mais voilà, 4 dimensions qui vont nous permettre de faire une description de l'être humain relativement fiable, solide, objective. Et on va se poser des questions: de quoi il est constitué, qu'est-ce qui objectivement est un individu, qu'est-ce qu'il est à l'intérieur subjectivement, qu'est-ce qui a contribué à sa construction, etc. Alors, le premier cadran en haut à droite, qu'est-ce qu'il est à l'extérieur objectivement et de façon individuelle? Eh bien, on peut dire qu'un être humain, c'est quelque chose de façon observable, palpable, identifiable et descriptible. C'est un corps, c'est un cerveau, ce sont des cellules, ce sont des phénomènes biologiques, des comportements. Tout ça, ce sont des choses qu'on voit. Le battement de cœur, le nombre de battements par minute, on peut le mesurer, et même si on ne le mesure pas, le cœur, il va battre comme il bat. Ce sont des phénomènes objectifs. Si je lève le bras, qui que ce soit autour de moi va me voir lever le bras, et tout le monde peut le voir. Ça appartient à l'objet. Qu'est-ce qu'on est de façon subjective, c'est-à-dire intérieurement? Eh bien, nous sommes ce que l'on vit à l'intérieur, c'est-à-dire nos sensations, nos émotions, les pensées que nous avons, nos intentions, tout ça, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur et qu'on ne voit pas à l'extérieur. On peut voir des choses à l'extérieur. Par exemple, sur une émotion, on peut voir des larmes couler, mais on ne peut pas savoir quelle est l'émotion réellement vécue à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Les pensées, si on ne les partage pas, on ne sait pas. Le mental, les croyances, l'image qu'on a de soi-même et du monde. Alors, par exemple, là, pour reprendre l'exemple de la larme, une larme qui coule, c'est objectif, tout le monde voit la larme. Mais l'émotion qui est associée à la larme, on peut dire c'est de la tristesse, parce que les pleurs sont souvent associés à la tristesse, mais pas que. Ça peut être une larme de joie. On pleure aussi de joie. Ça peut être une larme là, tout à l'heure, des fois, on écoute de la musique. Par rapport à la question d'Otis, on écoute de la musique et la musique nous touche et ça nous fait vibrer, ça nous fait pleurer. Et puis, ça peut être aussi une larme j'ai une poussière dans l'œil. Donc, vous voyez bien cette différence. Il y a ce qu'on voit, la réalité objective, puis la réalité subjective, elle est vraiment attachée au sujet. C'est ce qui se passe dans le monde intérieur de l'être humain. Alors, que suis-je? L'être humain est un animal social et sociable. Il est indissociable de son environnement social. Il fait partie d'un corps social et il est fortement déterminé par son corps social. Et donc, on peut dire que, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'un être humain? Il est construit, il est impacté par le lien qu'il a avec l'environnement dans lequel il a évolué. Et en premier lieu, la famille. On est très construit par notre famille, par le cadre social, par les systèmes éducatifs, les systèmes juridiques, administratifs dans lesquels on évolue, par les livres de loi, les règles, les institutions, les différentes communautés qu'on a pu traverser, côtoyer tout au long de son existence. On n'est pas pareil. Si on a vécu en Chine, en France, en Tunisie, au Québec ou au Groenland, on est vraiment construit par l'environnement social dans lequel on a évolué. C'est un fait. Donc c'est quelque chose qu'on doit considérer dans le projet de pouvoir dessiner la carte d'un être humain. Et puis, de façon interobjective, qu'est-ce qui nous a construit, qu'est-ce qui nous a impacté et avec lequel on va être parfois en adhérence et puis parfois en réactance, bien de façon intersubjective. Donc là, on est plus dans ce qui se passe au niveau subjectif. On va parler, c'est la culture, les valeurs, la morale, les traditions, toutes les croyances collectives, les religions auxquelles on a été frotté, tout ça, ça nous a conditionné, ça nous a impacté. Et puis des fois, on s'est imprégné de ça et puis on s'est identifié à ça. Et puis il y en a certains où on a été à l'encontre de ça, on s'est battu pour faire le contraire. Donc, en tout cas, cet environnement culturel a participé indéniablement à notre construction. Donc on peut quelque part représenter un être humain comme étant la combinaison de ces 4 cadrans, même de ces 5 cadrans, parce que au cœur de tout ça, il y a ce que l'on est dans son essence profonde. Et on est cette totalité, on est ces 4 dimensions. Et il faut prendre en compte ces 4 dimensions. Il faut faire très attention de ne pas réduire l'être humain à une seule de ces dimensions. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait un objet multidimension puis on l'aplatit. On ne peut pas aplatir l'être humain à une seule de ces dimensions. On est tout ça. C'est
interconnecté, c'est intriqué. Si on veut se connaître et se comprendre, on doit explorer et puis essayer d'identifier ce que l'on est dans toutes ces dimensions-là. C'est pas pour ça que ça change pas, hein. D'ailleurs, en tant que coach professionnel, vous savez que on a une grande capacité de changement et de transformation de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Mais bon, il y a des choses de ce que l'on est, elles sont comme elles sont. On peut les changer éventuellement, mais il y a des choses qui sont difficilement changeables. Donc, il faut partir du réel tel qu'il est. Et le réel tel qu'il est, c'est quoi? Et comment je fais pour y accéder? Alors, accéder à la réalité de moi-même, en quoi décrypter ce que je vis me permet-il de mettre en lumière ce que je suis, qui est le thème de l'être humain? Alors, on a vu qu'on est en lien avec le réel, la réalité du monde, des autres et de soi-même, à travers les représentations fictives mentales que l'on se fait de soi-même. Donc, je suis en lien avec moi-même, le réel de moi-même à travers les représentations que je me fais de moi-même, et que ces représentations ne sont pas réelles, on l'a vu. Donc, on va s'intéresser à voir comment sont construites ces représentations, comment ça marche finalement. Alors pour ça, bien sûr, il y a eu beaucoup d'études en neurosciences, hein, et le dernier livre que j'ai écrit, j'ai mis 5 ans à l'écrire, et ça m'a vraiment fait faire un travail de fond. Ça m'a presque fait replonger dans les études, dans plein de domaines, dans les sciences dures, dans les sciences molles. Et donc là, sur cet aspect, comment sont construites mes représentations, on peut répondre à cette question d'un point de vue neuroscientifique, et ça, je laisse le soin aux neuroscientifiques de vous l'expliquer, de vous le démontrer. Il y a un lien, vous pourrez aller voir une conférence d'Anil Seth dont le titre de la conférence est Notre cerveau hallucine notre réalité consciente. Comme quoi, effectivement, on construit des images mentales fictives dans notre cerveau. Mais nous, ce qui va nous intéresser là, dans le thème de ce propos, c'est de comprendre quels sont les éléments de réalité qui participent au processus interne qui construit les représentations que nous nous faisons du monde et en l'occurrence de nous-mêmes en particulier. Comment elles sont produites, ces représentations? À partir de quoi? Qu'est-ce qui participe à cette construction? Alors, pour bien cristalliser le mécanisme, je vais vous montrer comment ça fonctionne, le cycle, quel impact le monde a sur nous et puis quel impact avons-nous sur le monde. Alors, à travers quoi suis-je en contact avec le monde? Voilà, c'est évident, hein. On est en contact avec le monde à travers nos sens. Et puis, de nos sens, ça envoie des stimuli dans notre système nerveux et qui vont être traités dans un processus. C'est une boîte noire qui est décrite de plus en plus précisément par nos neuroscientifiques. Donc, c'est un processus interne qui produit des représentations mentales. Et on peut répondre à cette question, quel impact le monde a-t-il sur moi? En disant qu'il nous impacte sous forme de représentation. Je suis au contact sensible avec le monde, et à ce contact, c'est-à-dire je le vois, je l'entends, je le touche, et à ce contact sensible, l'impact c'est que je produis des représentations de celui-ci. Alors non seulement je peux reproduire des représentations à partir de mes sens, mais je produis aussi des représentations indépendamment des stimuli extérieurs. Par exemple, on va prendre un stylo. Si je vous montre le stylo, vous voyez le stylo, et puis vous pouvez le voir avec des inscriptions blancs, mais vous pouvez après, une fois que vous avez vu le stylo, fermer le stylo et puis le voir, vous le représenter. On a une capacité de visualisation, d'imagination, et on peut même imaginer quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc, notre monde intérieur de production de représentation, c'est bien sûr à partir de ce que l'on perçoit, mais aussi de façon hors sol, déconnectée du réel. On a une capacité d'imagination et d'abstraction. Alors, concrètement, comment sont-elles produites, ces représentations? Eh bien, elles sont produites à partir de ce que nous sommes. Et vous voyez que le modèle que je vous ai présenté précédemment, qui suis-je, que suis-je? C'est ça, c'est ce que je suis qui fait que je produis ces représentations. La façon dont j'interprète les choses du monde dépend de mon histoire, de mon conditionnement, de mes conditionnements socio-culturels, de mon histoire de vie, de mes souvenirs, de mes héritages, éventuellement des traumas, des blessures que je porte, de mes peurs, mais aussi de ma biologie. Le daltonien ne va pas voir les couleurs de la même façon qu'un non-daltonien. L'humour, c'est universel. On rit partout sur la Terre. Mais on rit pas tous de la même chose et de la même façon. Donc ça va vraiment dépendre de la façon dont chacun est construit. Donc, comment sont produites mes représentations? À partir de ce que l'on est, de ce que l'on porte, de ce qui nous constitue, de ce qui nous a construit. Et donc, on a bien, d'une part, ce que l'on voit en bas sous l'influence de ce que l'on est, et puis, il y a aussi ce qui participe, ce qui influence la façon dont on se représente les choses, c'est aussi la façon dont on se représente les choses. Et c'est aussi ce que l'on peut potentiellement imaginer
hein, extrapoler, interpréter, changer, imaginer. Donc, vous voyez que cette boîte au milieu, elle est influencée par ce que l'on est en bas, mais aussi par ce que l'on pense et ce que l'on imagine. Alors, maintenant, quel impact ces représentations ont-elles sur moi? Eh bien, c'est à partir de ces représentations que je vais réagir. Mais les représentations que je me fais du monde, des autres et de moi-même provoquent mes réactions émotionnelles, physiologiques, comportementales. Je vois quelque chose, j'ai faim, je vois quelque chose, mon plat préféré, ça me donne envie de manger, je commence à saliver, et voilà, c'est des réactions émotionnelles, physiologiques et comportementales. Donc on a le monde l'univers auquel on est en contact sensible à travers nos sens, ça passe par notre processus de création de représentation et ça provoque nos réactions émotionnelles, physiologiques et comportementales. Et donc, de quoi dépendent mes réactions? Et là, ça c'est très important. Mes réactions, elles ne dépendent que de mes représentations, car je suis en lien non pas avec le réel directement, mais je suis en lien avec le réel exclusivement à travers les représentations que je m'en fais. Et pour preuve, moi, je regarde le réel, mon voisin regarde le même réel, la même situation, et nous allons chacun avoir deux réactions différentes. Je prends souvent cet exemple de la pluie. Il pleut. Ça réjouit les agriculteurs, ça arrose les plants gratuitement. La même pluie, ça désole les touristes. Ils ne vont pas pouvoir aller bronzer sur la plage. Donc, le monde est neutre, les événements sont neutres, le réel est neutre. Il est ni agréable ou désagréable. Le côté agréable ou désagréable, il est intimement lié à l'individu qui fait l'expérience sensible au contact du monde tel qu'il est. Donc, mes réactions ne dépendent que de mes représentations et ça veut dire que mes réactions m'appartiennent à 100%. Alors, il y a une petite étoile hors réflexe, hors réaction réflexe ou hors peur conditionnée, parce mais même les peurs conditionnées, elles nous appartiennent. Quand on a des peurs conditionnées, ça passe par le système limbique et la mémoire émotionnelle, et ça provoque des réactions avant même qu'on ait produit l'image dans notre cortex visuel. Donc, c'est des cas très rares, hein, c'est quand on a des traumas. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que mes réactions m'appartiennent à 100%. Alors, je donne quelques cours à l'université et je m'amuse quand j'en arrive là, à demander à mes étudiants tiens, qui n'est pas d'accord avec ça? Et il y en a toujours qui sont pas d'accord avec ça. Et donc, je sépare la salle en deux. Et puis, d'un côté, ceux qui sont d'accord, d'autres, ceux qui sont pas d'accord. Et puis, je demande concrètement, réellement, donnez-moi des exemples dans lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et à chaque fois, j'arrive à faire passer tout le monde du même côté. Elles m'appartiennent. Alors, du coup, quel impact est-ce sur le monde? Je vous ai dit tout à l'heure, on va faire la boucle. L'impact, ce sont mes réactions. Mes réactions qui sont réelles, objectives, impactent directement le monde. Et donc, on a un système circulaire où l'impact que le monde a sur moi, ce sont mes représentations. Les représentations que je produis provoquent mes réactions. Et puis mes réactions, elles impactent le monde. Et ça tourne comme ça. Alors, puisque mes réactions m'appartiennent à 100%, c'est un cadeau ça. Quand on accepte ça, ça fait qu'on peut reprendre la télécommande de son existence. Et ça fait qu'on peut reprendre la part de responsabilité de ce que l'on est en train de vivre. C'est sûr qu'il y a des situations où il y en a qui nous énervent, mais l'énervement, il m'appartient. Le comportement de l'autre appartient à l'autre, l'énervement, il m'appartient. Et donc, je peux, puisque mon énervement m'appartient, mes réactions me parlent de moi-même, puisque mes comportements m'appartiennent, ils me parlent de moi-même. Alors, en quoi elles me parlent-elles de moi-même? Eh bien, mes représentations provoquent mes réactions. Ça veut dire que mes réactions, qui me parlent de moi-même, vont me donner des indices sur la façon dont je construis mes représentations. Là, il y a un lien de causalité direct. Mes représentations provoquent mes réactions, donc mes réactions vont me donner des indices sur la façon dont je produis mes représentations. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que je vais pouvoir accéder à la réalité de ce que je suis réellement à partir de l'observation de mes représentations. Comment accéder à ce que je suis réellement? Eh bien, j'accède à la réalité de ce que je suis à travers la réalité de ce que je vis et de comment je le vis. Décrypter ce que je vis et mettre en lumière ce que je suis. Vous avez là l'explication qui permet de dire ça. J'accède à la réalité de ce que je suis à travers la réalité de ce que je vis et comment je le vis. Parce que mes réactions vont me donner des indices sur la façon dont je construis mes représentations, à la fois sur les représentations, le processus et les représentations elles-mêmes.
Du coup, et c'est là que on va pouvoir voir la différence qu'il y a entre les questions qui suis-je et que suis-je. Où est-ce qu'on va regarder pour répondre à chacune de ces questions? Alors, je vous laisse réfléchir, le temps de voir. Que suis-je? C'est à droite ou à gauche? Eh bien, qui suis-je? Que suis-je? Qui suis-je? C'est plutôt identitaire, c'est plutôt subjectif. Eh bien, le qui suis-je va être du côté des représentations. Qui suis-je? En fait, c'est la conception et l'image que j'ai de moi-même. Donc, c'est l'image, la représentation que j'ai de moi-même. Et que suis-je? C'est ce que je suis, ce que je porte, ce qui me constitue, ce qui m'a construit. Donc, vous voyez que mes réactions me parlent de moi-même et elles vont me permettre, elles vont me donner des indices pour répondre à la question qui suis-je en allant voir la façon dont réellement dont je me représente moi-même, la façon avec laquelle je me représente moi-même. Et puis, on va avoir des éléments qui vont nous permettre de mettre en lumière que suis-je, donc sur ce que je suis, ce que je porte, d'identifier ce qui a participé au fait que je me suis représenté les choses comme ça. Un exemple sur comment je vais mettre en lumière, il y a deux personnes qui vont réagir différemment, hein, deux joueurs qui sont sélectionnés pour être, ou justement pas sélectionnés pour jouer et qui vont être remplaçants. Il y a Paul et il y a Jacques qui vont être remplaçants. Puis les deux sont déçus, bien sûr, mais il y a Paul qui est un peu déçu et il y a Jacques qui est super déçu. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'ils vivent la même chose, la même circonstance? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est un peu déçu et l'autre qui est super déçu? Le faire un travail de projecteur à l'intérieur et puis d'aller voir, mais qu'est-ce qui fait que moi, je réagis comme ça? Ma surréaction, elle vient d'où? Bah Jacques, en l'occurrence, Jacques, peut-être, c'est parce qu'il a vécu quelque chose où il s'est senti rejeté, il a souffert d'avoir été rejeté. Et là, même s'il n'est pas rejeté, il est juste remplaçant, mais ça vient en résonance avec cette sensibilité et ça le fait surréagir. Vous voyez que c'est comme ça qu'on peut voir comment on peut mettre en lumière des éléments de réalité de ce que l'on est, de ce que l'on porte, parce que dans la réalité vivante, ça s'active. Et donc, ça permet de le mettre en lumière. On met en lumière ce que je suis. Alors, accéder à la réalité de soi-même, c'est quelques constats clés. C'est un, je perçois le monde tel que je suis. Alors, je perçois le monde tel que je suis. J'ai envie quand même de vous faire sentir ça de façon encore plus forte. Et je suis sûr que vous avez déjà vu cette image, la jeune femme et la vieille femme, ces images ambiguës où on peut voir plusieurs choses en même temps. Ou des fois, il y en a qui voient rien. Donc, dans cette image qui est ambiguë, on peut voir une vieille femme et une jeune femme. Quand on présente cette image à une assemblée et qu'on dit qu'est-ce que vous voyez, qui voit la jeune femme, il y a une partie de l'assemblée qui lève la main. Qui voit la vieille femme, il y a une autre partie de l'assemblée qui lève la main. On a bien la même image qui est projetée. Et puis, il y en a qui voient la jeune, il y en a qui voient la vieille. Et là, on a vraiment quelque chose de très démonstratif sur le fait qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel que nous sommes. Je vais vous montrer un autre exemple qui démontre qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. C'est l'échiquier d'Adelson. Sur ce que vous voyez à l'écran, je suis persuadé que vous allez être d'accord si je vous dis que vous percevez la case A comme étant plus foncée que la case B. Je suis quasiment certain, vous allez tous voir ça. Et pourtant, la case A et B sont exactement de la même couleur. Vous voyez, quand je les relie les unes avec les autres, elles sont exactement de la même teinte de gris. Le réel, c'est que A et B sont de la même couleur, même longueur d'onde. C'est linéaire, hein, le bleu, c'est une longueur d'onde. Ce gris-là, c'est une longueur d'onde particulière. Ça arrive dans nos yeux et c'est la même longueur d'onde pour tout le monde. A et B sont de la même couleur. Et pourtant, quand on enlève les traits qui relient, eh bien, on voit A, on se reconstruit l'image dans notre tête. Et on reconstruit A plus foncé que B. Parce que on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel que nous sommes. On reconstruit des images qui ont pour but de nous faire comprendre le monde, d'évoluer dans le monde et de s'en faire une réalité qui va nous permettre de prendre les meilleures décisions. Et par rapport à ce qu'on en connaît. Et là, en l'occurrence, on sait qu'un échiquier, c'est l'alternance de cases claires et foncées, que quand il y a une ombre portée, ça assombrit. Donc, on va reconstruire des images qui vont être cohérentes, pas qui correspondent au réel, mais qui vont être cohérentes. Et alors que, donc là, non, c'est pas le cas. Donc, je perçois le monde tel qu'il est. Je ne le vois pas tel qu'il est, mais je le perçois tel que je suis.
Les événements sont neutres, hein, la pluie, les agriculteurs sont ravis, les touristes déçus. Mes réactions m'appartiennent à 100%, et donc ça veut dire que mes réactions me parlent de moi-même. Une autre façon de présenter ces constats, les événements sont neutres, c'est-à-dire si les événements sont neutres et que je réagis aux événements, ça veut dire qu'ils ont beau être neutres, mais ils déclenchent quelque chose. Et ils déclenchent des causes qui sont en moi. C'est comme si les événements sont des étincelles et que ça va allumer des feux émotionnels, des feux de réaction, et que ces feux-là vont s'allumer parce qu'il y a des produits inflammables en moi. Mes réactions me parlent de moi-même, elles vont me parler de ce que je suis, de ce que je porte. Et donc, si mes réactions me parlent de moi-même, elles sont comme des signaux sur un tableau de bord. Une émotion, c'est une réaction. Et une émotion, c'est un feu qui s'allume, d'une part parce qu'il y a eu une étincelle, mais surtout parce qu'il y a eu un produit inflammable. Et le produit inflammable, pour les émotions, pour être très synthétique, ce sont nos attentes. Une émotion va se déclencher si une attente est satisfaite ou insatisfaite. Et s'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de produit inflammable. On est deux dans la même circonstance, eh bien, selon les attentes que l'on a, les agriculteurs, les touristes, eh bien, ça va allumer un feu ou pas. Et ça va pas allumer le même feu. L'attente de l'agriculteur, c'est arroser ses champs, il pleut, il est content. L'attente des touristes, c'est de bronzer sur la plage, il pleut, il est pas content. Mais l'attente de celui qui avait prévu de passer la journée de faire la cuisine ou de rester chez lui, travailler chez lui, il pleut, il avait aucune attente par rapport à la météo, aucune réaction. Donc, vous voyez bien que mes réactions me parlent de moi-même et du coup, mes réactions sont des signaux d'alarme et qui vont m'alerter sur, mais c'est quoi ton attente? C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ça fait comme un tableau de bord. Ce sont des signaux qui constituent le tableau de bord de ma vie, qui m'aident à évoluer dans ma vie. Et donc, il m'appartient de prendre l'information donnée par le signal. Si vous êtes dans une voiture que le voyant d'essence s'allume, ben vous prenez l'information du voyant, vous dites tiens, il n'y a plus d'essence dans le réservoir, et puis vous allez au réservoir, vous remplissez le réservoir, et le voyant s'éteint. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est très complexe, mais le mécanisme, c'est aussi simple que ça. Il nous appartient de prendre l'information donnée par le signal. Alors, comment décrypter ce que je vis? Eh bien, concrètement, hein, là, on arrive vraiment à comment vous allez pouvoir faire avec vos clients, comment vous allez pouvoir faire avec vous et vos clients. Eh bien, la première chose, c'est de prendre la mesure de ce que l'on vit. Ce que je dis, c'est de prendre la photographie. Vous comprenez bien que cette approche, elle se base sur le réel et sur comment je peux accéder à la réalité de ce que je suis. Eh bien, j'y accède par l'observation de la réalité de ce que je vis et de comment je le vis. Ça veut dire qu'il faut prendre la mesure du réel. Et il faut prendre cette photographie et décrire qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui s'est passé réellement, décrire les faits. D'une part, là, c'est la situation, les circonstances, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu. Donc, c'est cette réalité extérieure. Et puis, il y a aussi cette réalité intérieure. Comment je l'ai vécu? Qu'est-ce que ça m'a fait dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai réagi? Quel a été mon comportement? Qu'est-ce que ça m'a fait dans mon cœur? Quelles ont été les émotions que j'ai eues? Les réactions émotionnelles. Puis, dans ma tête, ça a provoqué quel discours intérieur? Quelle pensée? Donc, la première étape, c'est de cristalliser les éléments de réalité extérieure et intérieure. Les éléments de réalité factuels, on va dire. Même si c'est subjectif, c'est une réalité subjective. De la même façon que le tableau, même si le tableau qui représente la pipe n'est pas réel, dans le sens où ce n'est pas une pipe, il est réel en tant que tableau. Le tableau existe en tant que tableau. De la même façon que nos pensées existent en tant que pensées. Notre façon de penser, elle existe réellement. Notre façon de ressentir les choses, c'est une réalité objective. Le fait qu'on ressent les choses comme on les sent. D'ailleurs, c'est pour ça que quand quelqu'un dit « Ah, mais moi, je suis triste », même s'il n'y a aucune raison objective pour laquelle la personne peut se sentir triste, le fait qu'elle se sente triste, c'est une réalité objective. Ça appartient à la façon dont elle le vit. Cette première partie de prise de photographie, ça consiste à cristalliser les éléments de réalité objective, aussi bien objectif extérieur que objectif de ce que l'on vit, de comment on le vit à l'intérieur. Et puis du coup, à partir de cette photographie, c'est décrypter les signaux. Et décrypter les signaux, c'est décrypter les signaux qu'il y a sur le tableau de bord. Et c'est quoi? C'est mes émotions. C'est comment ça me touche, qu'est-ce que ça me touche. C'est finalement tout ce que je vis et la façon dont je le vis, puisque ça me parle de moi-même. Ça va me permettre de pouvoir, si j'oriente les projecteurs à l'intérieur, de me poser mais pourquoi ça me touche comme ça? Qu'est-ce qui est touché en moi? Pourquoi ça me touche autant? Et de se poser des questions, alors j'appelle ça des questions 3D, dans le sens où
savez, des fois, il y a ce qu'on voit au premier plan, mais il y a des choses qu'on peut voir au deuxième plan, même au troisième plan. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces expériences avec certaines images 3D. On voit ces images et puis il y a des taches de couleur un petit peu partout. Et si on focus d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il faut pas regarder l'image en fait, c'est presque qu'il faut regarder derrière l'image. Eh bien, il y a une figure en 3 dimensions qui nous apparaît. C'est très spectaculaire. On voit très clairement un objet 3D, là où si on regarde juste l'image en 2 dimensions, on voit rien. On voit juste des taches de couleur. Et sinon, on peut avoir une rose, on va voir un bateau, on va voir un cheval. C'est très spectaculaire. Eh bien, cette approche-là, décrypter les signaux, c'est un peu ça. C'est qu'il faut pouvoir aller voir au-delà des apparences, au-delà du premier niveau et se poser des questions qui reviennent vers soi. Et qui se dit mais pourquoi ça me touche comme ça, et tirer le fil jusqu'au bout vers soi. Par exemple, on peut se mettre en colère. Il y a son enfant qui fait quelque chose, il saute sur un parapet, etc. Puis on est en colère. Ah, tu devrais pas faire ça. Mais pourquoi je me mets en colère contre mon enfant? Il veut jouer, il a sauté sur le parapet. Et puis, je veux pas, je suis en colère parce que il est turbulent. Mais c'est quoi mon problème à moi si mon enfant est turbulent? Ah, il est turbulent, il fait des choses qui sont dangereuses. Ah, ok, mais c'est lui. C'est quoi mon problème à moi s'il fait des choses dangereuses? Ah, mais il pourrait tomber. Ok, mais c'est lui qui tombe. Et on revient sur soi. Ah, il pourrait se faire mal. Ah, il pourrait se faire mal. Il pourrait, si on tire le fil jusqu'au bout, c'est que on s'inquiète pour la santé de son enfant. Donc derrière la colère, il y a une peur. Je suis en colère parce qu'il a un comportement qui, de mon point de vue, le met en danger. Il peut se blesser. Et donc derrière cette colère, il y a la peur. Et j'ai peur qu'il se blesse ou j'ai peur qu'il meure. Donc vous voyez qu'il faut tirer le fil, aller voir s'il y a derrière la colère. Il y a parfois, souvent même, il y a souvent des peurs. Et il faut identifier la peur. Des émotions, une émotion peut en cacher une autre. Il faut identifier la peur qu'il y a derrière la colère. Et puis après revenir vers son vrai besoin. J'ai peur qu'il se blesse, j'ai peur qu'il se fasse mal. Et du coup, après, on peut, une fois qu'on identifie ça, son besoin, on peut changer son comportement. Et plutôt que d'être en colère contre son enfant, de lui dire, de l'expliquer comment il pourrait faire, être libre de faire ce qu'il a envie de faire, mais de façon sécure. Et ça peut être nourrissant pour les deux. Donc, vous voyez, décrypter les signaux, ça consiste à prendre la mesure de ce que l'on vit, prendre les signaux sur le tableau de bord, et puis voir ce que ça dit de moi. Alors, il y a tout un processus pour faire ça, et ce processus, alors bien sûr, il est extrêmement détaillé dans le livre, Résister aux illusions, mais encore une fois, je vous ai dit en début de webinaire que c'était très important pour moi, et j'ai cette forte aspiration de contribuer. J'ai vécu des choses quand même extraordinaires, et c'est comme j'ai l'impression qu'il m'a été donné quelque chose que je ne peux pas garder. J'ai besoin de le partager. C'est comme je me sens un peu, avec ce que j'ai vécu, et puis avec tout mon travail de recherche, je me sens un peu comme un chercheur qui a trouvé quelque chose dans son laboratoire et que ce quelque chose peut aider efficacement à résoudre des problèmes dans le monde. Alors pour prendre l'exemple des illusions, les illusions sont un problème. S'illusionner sur soi, s'illusionner sur le monde, c'est un problème parce que on est ensemble sur cette planète, on a des problèmes à résoudre et si on s'illusionne sur les problèmes tels qu'ils sont, on est loin d'arriver à les résoudre. La première chose qu'on doit faire avant de résoudre un problème, c'est de pouvoir le décrire correctement, c'est de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Parce que si je m'illusionne sur ce qu'elles sont, la décision que je vais prendre, elle va être déconnectée de la réalité et il y a de grandes chances qu'elle soit inefficace. C'est Jean-Marc Jancovici qui disait « On ne peut pas résoudre un problème tant qu'on n'est pas capable de correctement le décrire parce que si on ne décrit pas correctement un problème, ce que l'on croit être une solution va en fait être tiré au hasard. Et quand on tire au hasard, la probabilité d'atteindre sa cible est extrêmement faible. Donc la première chose, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, j'ai écrit ce livre, Résister aux illusions, et j'ai accompagné ce livre d'un blog qui est à disposition des lecteurs, et donc qui est aussi à votre disposition en libre accès, dans lequel vous allez retrouver les notions clés, les outils clés par rapport à ce que je viens d'exposer là. Et qu'est-ce que je recommande? C'est de faire des décryptages. Alors, vous avez dans le blog résister aux illusions.benoîtaymonier.fr, vous avez les outils et vous allez faire des décryptages. Décrypter, qu'est-ce à dire? Comment accéder à la réalité de soi-même? Qui suis-je? Que suis-je? Vous allez retrouver là les éléments qui décrivent le processus. Et puis, prendre une photographie, décrypter et prendre la nourriture. Et puis, donc, vous avez l'explication. Et puis, vous avez les questions.
Donc, vous avez une situation que vous avez vécue qui vous a bousculé. Et ça, donc, il faut prendre la mesure de ce que je viens de vivre. Et première étape, prendre la photographie. Que s'est-il passé? Les faits, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, distinguer observation et interprétation et opinion. Ensuite, comment je l'ai vécu dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. C'est ce que je vous ai montré. Et puis après, le processus de décryptage, c'est sur la base des éléments de réalité, on va tirer les fils. Première chose, on va essayer d'identifier les étincelles qui ont mis les feux. C'est-à-dire les déclencheurs qui ont déclenché les réactions. Et pour chaque réaction, pour chaque émotion, qu'est-ce qui a déclenché réellement? On va s'appuyer sur le réel, parce que c'est très important de faire ça. Quand on se pose et qu'on réfléchit, on est très fort pour trouver des explications, mais parfois, on peut partir très loin et on trouve des explications hors sol, qui peuvent nous aider sur le coup, parce que ça va nous donner du sens et puis ça va quelque part nous rassurer, on va avoir l'illusion de reprendre le contrôle, mais qui vont être complètement déconnectés du réel et qui finalement vont nous fourvoyer, nous amener à prendre des décisions inapproprié. Donc c'est important d'ancrer ce travail dans le réel. Quelles sont les étincelles, les éléments de réalité qui ont déclenché? Et puis après, à partir de ça, on tire le fil. Quel est le produit inflammable? Quelles sont mes attentes? Est-ce qu'il y a une blessure qui est liée à cette réaction, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des peurs ou des mécanismes de protection qui sont liés à ma réaction, des conditionnements, des héritages? Ce travail de décryptage va me permettre de mettre en lumière ces éléments de réalité de ce qui me fait réagir comme j'ai réagi. Et du coup, ça va me permettre de prendre la nourriture de ce que je vis. Et la nourriture, c'est justement de mettre en lumière ce que je suis, d'identifier ce qui s'active en moi, de prendre conscience de moi-même et après de pouvoir me transformer moi-même réellement. Et ça nous amène à identifier la justesse profonde et le positionnement juste et aligné que je suis invité à prendre compte tenu de ce que je suis en train de vivre. Donc voilà, ça c'est tout le processus de décryptage dont vous avez les questions clés ici. On nous demande, est-ce qu'on peut utiliser également ces questions lors d'une séance de coaching? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Ces questions sont très efficaces dans une séance de coaching pour accompagner la personne à j'ai vécu quelque chose qui m'a bousculé, tiens, allons voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu. Alors, un élément très important, il faut que l'événement se soit passé relativement récemment. Plus on s'éloigne de l'événement, plus la fiabilité des éléments de réalité peut être détériorée parce que on se raconte l'histoire et puis on se la re-raconte et puis des fois on se la re-raconte comme ça nous arrange pour que ce soit un peu plus supportable, pour que ce soit un peu plus à notre avantage. Alors c'est pour ça que si on veut éviter ou on veut avoir une qualité de matière première vivante, il faut que ça colle au plus près dans le temps de l'événement. Mais oui, oui, bien sûr. Et vous voyez bien que dans ce processus, parmi les signaux sur le tableau de bord qui nous permettent de mettre en lumière ce qui s'active en soi, il y a les émotions. Les émotions sont extrêmement précieuses. Elles nous donnent beaucoup d'informations sur ce qui s'active en soi. Et dans les outils, vous avez les questions, par exemple, bien sûr, de quelque chose qui explique, qui décrit les émotions, sur l'intelligence émotionnelle. Et plus spécifiquement, vous avez les questions que vous pouvez vous poser, questions 2D, 3D, que vous pouvez vous poser en lien avec les émotions que vous ressentez. Par exemple, la peur, ça alerte d'une menace ou d'un danger. Et donc, tout simplement prendre les questions qui sont là, vous les posez. Quel est le danger? Quelle est la menace? Le danger est-il réel ou fictif? Qu'est-ce qui est en danger? Quel désir, attente, besoin risque d'être en danger? Donc, vous avez toutes des questions. Pareil pour la colère. La colère, c'est quand il y a un obstacle. Il faut se poser, on est en colère contre la personne qui nous empêche d'atteindre quelque chose. Donc, on se met en colère contre l'obstacle. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière l'obstacle? C'est quoi mon besoin? La personne m'empêche de l'obtenir. Qu'est-ce qui est touché en moi? Qu'est-ce qui se passe si je ne l'obtiens pas? Donc, vous avez toutes les principales émotions qui font des signaux sur le tableau de bord et qui vont vous permettre de vous poser des questions pour aller mettre en lumière ce que vous êtes réellement. Le blog est à votre disposition pour aller plus loin, pour des ressources et pour comment décrypter ce que je vis et surtout que mettre en lumière. Donc, on l'a vu pendant cette présentation. Mettre en lumière ce que je suis, ce que je porte, ce qui me constitue, ce qui m'a construit, tout ce qui fait que je suis ce que je suis et que je manifeste, que je réagis comme je réagis. Et puis, je vous ai parlé d'une 5e dimension qui fera l'objet de mon 3e livre, que mettre en lumière, ce que je suis à l'intérieur de tout ça ou à la racine de tout ça, dans ma nature profonde, dans mon essence profonde. Dans mon premier livre, j'appelle ça l'être essentiel. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait que je suis, ce qui me caractérise au-delà de mon histoire de vie, au-delà de mes conditionnements, etc.
il y a ce que je suis dans cette essence profonde. Ben là aussi, ce travail-là, ça permet d'aller mettre en lumière ce que je suis dans cette essence profonde. Et donc, pour aller plus loin sur ces questions fondamentales, ben, vous pouvez lire mes livres, bien sûr. Hein. Je veux pas faire la promo de mes livres et puis être là à vendre mes livres, mais dans mes livres, il y a vraiment, c'est au cœur de ces questions-là. Et vous avez, ben, je vous ai mis le blog qui est en accès libre, mais il y a un blog aussi qui existe sur le premier, où là aussi, dans Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même, je propose plein d'exercices pour cultiver la présence, la conscience, la présence à soi-même, etc. Et donc, les outils sont disponibles en ligne. Vous pouvez aller les visiter. Et dans mon besoin ou mon désir de contribuer efficacement, cet exercice-là est extrêmement puissant. C'est l'exercice le plus puissant que je connaisse en termes de développement personnel. Et surtout le plus ancré. Parce que en développement personnel, on voit plein de choses et c'est très à la mode depuis ces dernières années. Moi, j'en ai fait pendant 25 ans. J'ai lu une littérature colossale sur le développement personnel. Et aujourd'hui, avec mon expérience, à la fois ce que j'ai vécu en 2012 et puis ce que mon expérience de coach professionnel, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de comment bullshit. Je voudrais pas être grossier, mais c'est le mot qui est le plus descriptif. Je n'ai pas d'équivalent en français, qui sont un peu du n'importe quoi, qui sont très séduisants, qui sont très mais qui ne parlent pas vraiment des vrais problèmes. Et les pires, c'est ceux qui vont développer la pensée magique et qui déconnecter de la réalité. Et donc, ce travail-là que je propose, cet exercice-là que je propose est extrêmement efficace. Et il faut le dire, c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire tout seul. Parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un en face. C'est pour ça que faire ça dans le cadre du coaching, bah, c'est génial. Vraiment d'avoir quelqu'un qui nous aide, un coach qui nous aide à canaliser, à revenir sur soi, à retirer les fils, parce qu'on est très fort pour trouver des explications à l'extérieur. Et puis, c'est très aidant d'avoir quelqu'un qui nous aide pour revenir à l'intérieur. Et je suis en train de développer des groupes d'entraide et de partage pour que cet exercice-là puisse se faire, qu'on se retrouve et qu'on s'entraide et qu'on partage des expériences, parce que c'est très inspirant. On est tous différents, mais on est tous des êtres humains. Et puis, il y a vraiment des choses qui résonnent. Ce qui se passe chez l'un, ça peut venir en résonance chez l'autre. Et ce qui est mis en lumière par l'un, ben, ça aide l'autre à mettre en lumière quelque chose chez lui-même. J'ai fait des ateliers sur le premier livre, j'ai commencé à faire des ateliers sur le deuxième et je vois la puissance de ces groupes. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous me contactez, c'est gracieux, hein, c'est gratuit, tout comme les blogs, tout ça c'est en accès gratuit. Et puis bien sûr, voilà, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à me nourrir en retour de vos Il y a des remarques, questions de vos justement. questions. Alors, les illusions sont-elles toujours négatives? Ben, non. Alors, négative. En fait, les illusions, ça n'est ni positif ni négatif en soi, c'est comme ça. On fonctionne comme ça. Maintenant, le fait de s'illusionner, ça nous fait prendre des décisions et les conséquences des décisions que l'on prend peuvent être plutôt constructives, destructives, agréables, désagréables, positives, négatives. Donc non, les illusions ne sont ni positives ni négatives en soi. Ben, parfois, ça nous aide. Et puis parfois, ça nous sert et parfois ça nous dessert. Donc à la question négative, positive, négative, c'est comme si là je botte en tout. C'est pas la question. C'est plutôt les conséquences, la façon dont on va prendre des décisions par rapport à la façon dont on se représente les choses. Ce qui va être négatif, quand même. Donc je dis, elles sont ni négatives ni positives en soi. En revanche, quand on prend des décisions sur la base d'illusions, qu'on s'illusionne sur le réel, tôt ou tard, quand on va confronter le réel, entre nos illusions et le réel, c'est toujours le réel qui gagne, dans 100% des cas. Si j'ai l'impression d'être sur une plaine complètement dégagée, ben je m'illusionne là-dessus, je marche. Mais qu'en réalité, je suis pas loin d'un précipice. Au moment où j'arrive au bord du précipice, si je reste dans mon illusion, eh bien, je continue à marcher. Et le pas de plus au bord du précipice, ça me fait tomber dans le précipice. Et donc là, c'est pas que c'est positif ou négatif, bah, c'est que c'est dangereux. Parce que si je m'illusionne sur l'environnement et qu'il n'est pas tel que je me le représente, bah, à un moment donné, quand je vais cogner l'environnement, entre mon illusion et l'environnement, c'est le réel qui gagne et le précipice, je vais tomber. Et selon la hauteur du précipice, je me fais mal ou je meurs. Donc, je dirais plutôt les illusions sont dangereuses, mais elles peuvent être aussi bénéfiques. La visualisation peut avoir des effets pour se préparer à quelque chose, à un événement. On se prépare, il y a plein de choses qui sont très vertueuses. Il y a des approches en hypnose qui sont très vertueuses. Moi, ce que je dis, c'est que attention, il faut comprendre le mécanisme
et puis être conscient de ça et savoir que au final, c'est quand même, on vit dans une vie réelle et c'est la vie réelle qui gagne à la fin. Et autant jouer avec ça, considérer ça pour vivre de la façon la plus confortable, agréable, constructive possible. Un grand merci, Benoît, pour cette présentation inspirante et très instructive. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également la présidente d'ICF Tunisie. Et je sais que Nefissa est très heureuse de recevoir un orateur venant de Tunisie parce qu'on le rappelle, c'est là que tu habites à la base. Donc, Benoît, bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? Bonjour Benoît, bonsoir Yotis, bonjour ou bonsoir tous les synergiennes et synergiens. Ça s'est très très bien passé. Il y a eu énormément de concentration sur ton webinaire. Nous sommes bien sûr très honorés d'avoir un orateur de Tunisie et donc je vais lire quelques commentaires. Donc un webinaire très riche en exemples concrets, c'était passionnant. Présentation très riche, merci pour tant de générosité. Merci pour cette présentation hyper documentée. Merci Benoît pour la qualité et la clarté de votre intervention. Et puis quelqu'un dit, je garde prendre en photo. Donc beaucoup de commentaires. Merci. Merci beaucoup, Nefissa, et en effet, énormément de réactions et de partages. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour vous aider à développer la conscience de vous-même et celle de vos clients et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et surtout, n'hésitez pas à partager vos infos sur le sujet juste ici en commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Benoît, je te laisse le mot de la fin. Très content, vraiment ravi d'avoir pu partager ça, ravi de contribuer à ICF Synergie qui contribue tant à la communauté des coachs francophones, ravi d'avoir pu partager ça avec les synergiens et les synergiennes. Et encore une fois, pour aller plus loin, je suis à votre disposition. On a, en tant que coach professionnel, on vit dans un monde qui est perturbé, qui est de plus en plus incertain. Et dans la perte de points de repère à l'extérieur, c'est très compliqué et c'est très anxiogène. Et quand on n'a pas de repère à l'extérieur, c'est là que c'est d'autant plus important de venir contacter une boussole à l'intérieur. Et ça, nous, les coachs, on a cette valeur ajoutée où on accompagne les gens et les accompagner à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à avoir une meilleure conscience et connaissance d'eux-mêmes, c'est leur permettre d'accéder à leur boussole intérieure. Et on a absolument besoin de ça pour faire face à ces temps perturbés. Alors j'espère que ce webinaire va modestement contribuer à cela. Et merci de me donner cette opportunité de partager tout ça. Merci Benoît, merci Nefissa, merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.